Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, il est 20 heures. Nous nous retrouvons pour notre cours d'Halakha. Je vous préviens tout de suite, demain matin, nous serons vendredi et nous allons consacrer le cours de demain matin, ça sera le seul cours de la journée, nous le consacrerons à la paracha de la semaine, puisqu'on va se préparer, même si on restera à la maison ce Shabbat, nous allons nous préparer bien évidemment à avoir une réflexion sur la paracha de la semaine. Vayakel Pekoudé, on va terminer le livre de Shemot, donc c'est particulièrement important. Pour ce soir, tout d'abord, souhaiter la réfoua chez les mains. La liste devient longue et merci de participer et de répondre amen pour la réfoua chez les mains de Dorit Dvora Batédit, de Yosef ben Aïcha, de David ben Rachma, de Soulika Batalia Meloul, de Mesodi Batsolika Toledano, du Rav Abraham Barour ben Hillel, Shlomo ben Esther, d'Eliaou ben Salcha Levi, de Céline Rachel bat Janin Chana et d'Esther bat Baya. Tout cela, c'est pour la réfoua chez Lema, et également que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama, de Yosef ben Shalom, d'Aaron ben Soulika, Nina bat Kati Matzliach Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David ve Esther, Zora Georgette bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Mesoda bat Laetitia. Merci et voilà, pour votre participation. Je le regarde, on est à peu près sur une moyenne de 400 vues sur chacun de nos cours. Donc merci beaucoup, c'est vraiment exceptionnel de nous rattacher à la Torah et grâce à cela de maintenir le lien qui existe entre nous. Donc nous avançons dans notre cours sur la fête de Pessah, sur les halachot de Pessah. Nous avons rappelé hier qu'il ne peut exister que 5 céréales qui deviennent chametz. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre et le seigle. En dehors de ces 5 céréales, il n'y a pas de chametz. Le riz, le maïs, le pois chiche, tous ces produits-là ne sont pas chametz. Certains ont d'ailleurs l'habitude de les consommer, certains ont l'habitude de ne pas les consommer, mais ce ne sont que des habitudes, des minagim. Ça ne peut pas être chametz. Je vous rappelle que pour être de la matzah, il faut pouvoir devenir du chametz. C'est-à-dire qu'on peut trouver de la matzah, kasher, les pessars, même pour le seder, avec une de ces 5 céréales-là, parce que effectivement, pour pouvoir être une matzah, il faut être sur la ligne de production du chametz. En général, c'est du blé, la farine de blé avec de l'eau, c'est de la matzah. Si on la laisse fermenter, ça devient du chametz. Donc tout va dépendre du temps de fermentation de notre produit. On rajoute aujourd'hui Kefi chez la madnou. Chameshet mine dagan hem aminim she'alulim le'achmitz. Comme nous venons de l'expliquer, il y a 5 espèces, 5 céréales qui peuvent devenir chametz. À partir du moment où ils sont en contact avec de l'eau, pendant un certain temps, les fameuses 18 minutes dont nous avons parlé hier. Aval, im ya'avru kelia ba'esh, yeraker mem koach hachimutz. Et là, il y a un scoop d'un point de vue halachique. Il faut savoir que la force de fermentation halachique de ces produits n'existe que si le produit est brut. C'est-à-dire, je prends un grain de blé, je peux même le moudre, faire de la farine. Si ce grain de blé est en contact avec de l'eau, effectivement, il devient chametz. Mais la halakha nous dit, de manière très claire, que si je prends un grain de blé et que je le mets à haute température à l'intérieur d'un four et que je vais le laisser à l'intérieur quelques minutes, il va perdre sa force de fermentation. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il va tellement s'assécher qu'il ne pourra plus jamais devenir chametz. C'est un vrai scoop, c'est un vrai chidouche d'un point de vue halachique, et il faut le savoir. Bien évidemment, la halakha va nous dire Meikaradin mutar revam bamaim, d'après la halakha stricte, la halakha pure, on pourrait donc prendre ce grain de blé qui est passé au four et le faire tremper dans de l'eau pendant très longtemps, ça ne sera pas du chametz. Et là, shechasheshu chachamim, shema lokalu otam etev ba'esh, vedimsak shavu bemaga imaim yachmitsu. Pourtant, on ne le fait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce que je ne prendrai pas du blé que je vais passer au four, même longtemps, je vais l'assécher au four. Ensuite, je vais le moudre, je vais en faire de la farine, et puis j'aurai de la farine qui est cachère les pessards et que je pourrai utiliser avec de l'eau pendant une très longue période, et peut-être ça va faire une sorte de pain, de gâteau, et que ça sera autorisé, puisque ce blé-là a perdu sa force de fermentation. En fait, d'après la Torah, ça serait autorisé, mais ce sont les chachamim qui vont nous l'interdire. Et nous vivons tous sur la parole des Chachamim, donc bien évidemment que nous respectons cela, mais comme je vous l'avais dit au tout début de notre série de cours sur Pessah, nous construisons notre connaissance. La connaissance, elle se base sur nos écrits,
et sur l'interprétation de nos Chachamim qui vient pour agrémenter, pour nous expliquer la vision de la Torah et le comportement que nous devons avoir. Donc concrètement, d'après la Torah, effectivement, je pourrais prendre du blé, le mettre dans un four, le laisser longtemps dans le four et le mélanger avec de l'eau, en faire, je sais pas, moi, si c'est de l'orge par exemple, je pourrais faire une dafina avec cela, s'il est passé au four avant d'être cuit dans ma marmite, mais ce sont les chachamim qui nous l'interdisent. Pourquoi? De peur que nous ne soyons plus capables de distinguer qu'est-ce que l'on appelle un passage au four. C'est vrai, chacun pourrait dire, moi j'ai laissé mon grain de blé 1 minute, est-ce que ça suffit 1 minute? Est-ce que c'est 3 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Et puis c'est à quelle température? Est-ce que c'est dans un four qui est totalement fermé, un four où il y a des ouvertures? Il y aurait énormément de questions qui pourraient se poser, et les gens, les baalim, les gens comme nous, les simples fidèles, pourraient en arriver à commettre des erreurs halachiques, de ne pas avoir laissé suffisamment de temps à l'intérieur du four, ou que la température ne soit pas suffisamment élevée. Donc pour éviter toutes sortes de risques, et je vous rappelle qu'on est sur un risque majeur ici, c'est du chametz. Le chametz est un interdit qui est capital d'après la Torah, et donc du coup les chachamim nous l'interdisent. Parce que si je n'ai pas suffisamment grillé mon grain de blé, il va devenir chametz. Les fichach. Et c'est pour ça, et c'est comme ça effectivement qu'on doit se comporter, d'avoir autant de vigilance par rapport à un grain de blé qui est passé au four qu'un grain de blé qui serait brut et qui ne serait pas passé au four, c'est-à-dire respecter le temps des fameuses 18 minutes sans le laisser en repos avec de l'eau. Alors on l'a encore plus loin. Il y a certains rishonim qui nous disent, les rishonim, donc ce sont nos grands maîtres, qui sont là pour interpréter le texte de l'Agmara et les différentes opinions avant même d'avoir de la halacha dans notre comportement au quotidien. On nous dit la chose suivante. Le risque que le grain de blé ne soit pas suffisamment grillé, peut-être un problème de température, etc., n'existe qu'au niveau du grain de blé. Mais si j'ai pris de la farine, imaginez, je parle ici de vraie farine, de la farine récupérée directement d'un grain de blé qui a été moulu, qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été blanchi. Je parle de la farine de l'époque, pas de la farine d'aujourd'hui. Les rishonim nous disent que si je prends de la farine, je prends un grain de blé, je l'ai moulu, j'ai de la farine. Si je prends cette farine-là et que je la passe au four immédiatement, avant d'en faire un gâteau ou de pétrir de la pâte, certains rishonim nous disent que le risque que nous avions évoqué à propos du grain de blé, peut-être qu'il n'est pas resté suffisamment longtemps au four, ce risque-là n'existe pas sur de la farine. C'est-à-dire que ma farine, si elle sort du four, telle qu'elle, et que ensuite je veux la mélanger avec de l'eau, eh bien d'après certains rishonim, cela ne pose aucun problème, et je pourrais ensuite en faire du gâteau, en faire du pain, en faire quelque chose mélangé avec de l'eau, sans problème de chametz. Velachem mutar levo b'mayim. Et donc j'aurai le droit de mélanger avec de l'eau ou de le faire cuire avec de l'eau. Mais parmi les rishonim en question, beaucoup ne sont pas d'accord. Et nous disent que non, il faut quand même craindre que le passage de la farine à l'intérieur du four ne soit pas suffisamment efficace et que la farine garde sa force de chametz, sa force de fermentation, et que du coup, même la farine passée au four ne pourra pas être utilisée pour la mélanger avec de l'eau pendant un temps supérieur à 18 minutes. Donc concrètement, que les choses soient claires, même si nous expliquons l'origine des opinions, ce que nous devons retenir dans la tête, c'est que le grain de blé passé au four, ça ne change rien. La farine passée au four, ça ne change rien non plus, ça devient quand même du chametz. J'en profite pour faire une petite parenthèse. La farine que nous avons dans le commerce est une farine qui est déjà chametz. Faites bien attention. Parce qu'on pourrait se dire, si je prends un grain de blé, que je moue ce grain de blé, concrètement c'est comme ça qu'on fait de la matzah. La matzah c'est de la farine de blé. Donc je prends du blé, j'ai moulu mon blé, j'ai de la farine et j'en fais de la matzah. Et donc on pourrait se dire, nous à la maison, sincèrement, avec mes affaires de Pessah, je prends de la farine, je vais faire comme de la matzah. Je prends de la farine, je la mélange avec de l'eau, je veux faire un petit gâteau, un petit pain, d'accord, mais je vais être très vigilant, attention, hein, au bout de 10 minutes, ça sera déjà dans le four, etc. Est-ce que c'est cachère? La halacha répond, attention, la farine
commercialisée est une farine qui est déjà chametz. Que ça soit clair, quand on prend du blé et qu'on moud du blé, ben ça ne devient pas blanc, ça ne devient pas de la farine, ça ne devient pas léger comme ça, comme les paquets de farine que nous avons dans le commerce, pas du tout. Ça serait du blé moulu. Du blé moulu, ça serait déjà premièrement de la couleur du blé, et d'accord, ça serait complètement avec des grains, et non pas avec de la farine comme nous la connaissons aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la farine commercialisée? Comment est-ce qu'on fait pour avoir de la farine blanche? Blanc, c'est pas la couleur du blé a priori, d'accord? Eh bien, nos rabbinim nous expliquent, ceux qui sont spécialisés dans les lois de cacheroute, quand effectivement le blé suit un traitement particulier, un traitement dans lequel il va être baigné dans un liquide, dans de l'eau pendant un certain temps, avant d'être moulu, avant d'être travaillé à nouveau pour être blanchi. Ce processus de fabrication de la farine est un processus qui rend déjà chametz. Donc la farine, mon paquet de farine, c'est pour ça qu'on ne peut pas acheter de la farine à Pessah. Parce que mon paquet de farine, quand je l'achète et qu'il est déjà travaillé, qu'il est blanc, etc., ce paquet de farine-là est déjà chametz. Je ne peux rien en faire, je ne peux pas le garder à la maison non plus. Refermons la parenthèse. Et donc les acharonim, c'est-à-dire que les chachamim qui sont plus proches de nous, ont effectivement tranché très clairement que l'on n'a pas le droit d'utiliser ni du blé passé au four, ni de la farine de blé passée au four pour la mélanger avec de l'eau, et qu'elle sera directement chametz. Nous passons donc maintenant au chapitre suivant. Le chapitre suivant est la mitzvah de hashbatat chametz, c'est-à-dire de se débarrasser de son chametz. Comme nous l'avons rappelé dans notre premier cours, une des mitzvot de Pessah, c'est la mitzvah de nous débarrasser de notre chametz. Le verset est explicite. Bayom Arishon, le premier jour, tashbitu seor mibatechem. On a le mot tashbitu. Le mot tashbitu vient du mot Shabbat. Shabbat, c'est se reposer, se séparer, se détacher. Donc à Pessah, on a effectivement l'obligation de nous détacher de notre chametz. Mais piège-moi la madnou. Et selon ce qu'on a déjà nous-mêmes expliqué au premier cours, qu'on a une obligation donc de se débarrasser de notre chametz avant même le début de Pessah. Pourquoi il le précise? Parce que dans le verset, il y a écrit qu'on doit se débarrasser de notre chametz au début de Pessah. Donc le soir de Pessah, on doit se débarrasser de notre chametz. On a déjà expliqué que nos chachamim extrapolent en nous disant qu'en réalité cet interdit commence à partir déjà du milieu de la journée, veille de Pessah. Parce que c'est le moment où on pouvait faire le Korban Pessah, et au moment où on fait le Korban Pessah, on n'a déjà plus le droit de consommer du chametz. Donc la mitzvah de tashbitu, de se détacher de notre chametz, commence déjà la veille. Kol mi shelo ishbit et hachametz mi beto. Toute personne qui ne se serait pas débarrassée de son chametz avant le début de Pessah. Over alcool rega va rega, shehu mishtahe mileva avero, bevitul mitzvat ase shel ashbatat chametz. À partir de Chatzot, à partir du milieu de la journée qui précède Pessah, chaque seconde qui passe, durant laquelle j'aurai encore mon chametz à la maison, serait une seconde de transgression d'une obligation de la Torah de me débarrasser de mon chametz. Donc ça c'est avant Pessah, et à partir du moment où Pessah commence, en plus du fait de transgresser un commandement positif de me débarrasser de mon chametz, je transgressais également la mitzvah négative de Bal Yimatzeh ou Bal Yerae, qu'on ne puisse pas trouver en ma possession du chametz et qu'on ne puisse pas voir en ma possession du chametz. Tout cela donc nous renvoie au premier cours que nous avons fait sur nos halachot de Pessah. Meyuchad ou isur chametz bepessah. Chez l'orak leorlo asur et la aflea shoto asur. La singularité de l'interdit du chametz à Pessah, c'est que non seulement je n'ai pas le droit de le consommer, mais je n'ai pas le droit non plus d'en posséder, de le garder à la maison. Et donc toute personne qui garde son chametz à la maison transgresse effectivement les deux interdits de Bal Yerae et de Bal Yimatzeh. Dafka chametz hashayach lecha asur leraot. Et là, quelque chose de très important. Ce qui est interdit
quand on nous dit on ne doit pas trouver en notre possession du Hametz, on ne doit pas voir du Hametz, se pose la question, et là pour cela j'ai besoin du verset de la Torah. Écoutez bien les mots. Velo yerae lecha Hametz, velo yerae lecha seor. Il y a un mot superflu, qu'on ne puisse pas voir à toi du Hametz, que l'on ne puisse pas trouver à toi du Hametz. Pourquoi est-ce que le mot lecha est utilisé? Pourquoi est-ce qu'il est répété à 2 reprises dans le verset? Et là, c'est très important. C'est pour nous enseigner. Dafka chametz hashayach lecha asur lirot. C'est seulement du chametz qui t'appartient que l'on n'a pas le droit de trouver en ta possession. C'est seulement du chametz qui t'appartient que l'on n'a pas le droit de voir en ta possession. Les fichar, c'est pour cela. Im nochri gar bechatzero shel Yehudi. C'est pour cette raison que si un non-juif vit dans ta cour, par exemple, ou bien que c'est quelqu'un qui travaille chez toi, je ne suis pas le propriétaire de ce chametz. Ça veut dire, ah oui, mais on voit du chametz dans ta cour, on voit du chametz dans ton salon. Il n'y a aucun problème. L'interdit n'est pas de voir du chametz. L'interdit est de voir du chametz qui soit en ma possession. Et donc, d'après la halakha, c'est très clair. Si j'ai un employé, un ouvrier, un homme ou une femme de ménage qui est chez moi et qui possède du chametz, ce chametz n'est pas à moi. Il ne m'appartient pas. Donc, je ne transgresse aucun interdit lorsque cette personne va déposer son sac de courses avec du chametz à l'intérieur de ma cour ou à l'intérieur de mon salon. Parce que donc je n'en suis pas le propriétaire et je n'ai pas de responsabilité sur ce chametz. Attention, s'il me l'a confié pour que je le garde, alors là c'est différent. Parce que s'il me confie son chametz, j'ai une certaine responsabilité vis-à-vis de ce chametz. Donc quelque part, puisque j'en suis responsable, je transgresserai l'interdit. Mais si il ne me confie pas son chametz, mais tout simplement il a déposé parce qu'il est venu avec travailler ce matin chez moi à la maison, je ne transgresse aucun interdit. Vechen mutar la Yehudi, les askim chez Eno Yehudi, yikanes les beto bepesar vechametso beyado. La halakha est très claire. J'aurai le droit, moi, juif, de laisser mon ami non-juif rentrer chez moi pendant Pessah, vechametso beyado, avec son chametz, sa baguette dans la main. Bien évidemment, je ne pourrai pas manger à sa table, forcément, parce qu'il risque d'avoir des miettes, etc. Mais le laisser rentrer à la maison, cela ne pose aucun problème. Est-ce qu'il pourra poser sa baguette sur ma table? Alors là, effectivement, on va être vigilant, parce que s'il pose sa baguette sur ma table, alors peut-être qu'il va y avoir des miettes, et que ces miettes-là, je veux en arriver à les consommer. Alors là, effectivement, c'est différent, il faudra être vigilant. Mais si cela est bien protégé, c'est dans son cabas, c'est dans son sac, effectivement, il n'y aurait pas de problème. Nous continuons le chapitre suivant. Bishne ofanim anu mevarim et achametz mipatenu. On nous demande effectivement de nous débarrasser de notre chametz. Et la question qui se pose est la suivante. Comment faire pour se débarrasser de son chametz? Quelle est la méthode ou quelles sont les méthodes halachiquement valables? Et la halakha nous dit bemarshava ou bemaaseh. En réalité, il y a une double approche. Il y a se débarrasser de son chametz par la marshava, par la pensée, et il y a une façon de se débarrasser de son chametz par nos gestes, par nos actions. Beofen ruchani ou beofen maasi. Quelque part, on a ici un parallélisme avec notre pensée, c'est-à-dire notre spiritualité, et notre matérialité. On se débarrasse de notre chametz dans ces deux dimensions-là, dans notre pensée, dans nos actions, dans la spiritualité et dans la matérialité. Ajwa marshava. Qu'est-ce que cela signifie, se débarrasser de son chametz par la pensée? C'est ce qu'on appelle le bitoul, c'est-à-dire l'annulation du chametz que l'on fait par notre parole, par la fameuse phrase que l'on récite. Tout chametz et tout le vin que j'ai en ma possession, etc., que ça soit considéré comme de la poussière de la terre. Cela s'appelle annuler son chametz par la pensée.
Je pense, et je le parle, je le dis, par ma pensée, j'annule mon chametz. Sheken rachel chametz sheshayach lanu vechashu beenenu anu ovrim beisur balirae ou balimatse ou la mishemevatel était chametz ou marchevo qui afar et no over alav. Si je considère que c'est comme de la poussière, eh bien en réalité, il n'est plus en ma possession. Qu'est-ce qu'on appelle une possession de chametz? Une possession de chametz, c'est quelque chose qui est important à mes yeux. Je possède du chametz parce qu'il est important à mes yeux. Mais si je considère que ce chametz, mais il faut être sincère, si je considère que ce chametz est comme de la poussière à mes yeux, alors effectivement, je ne transgresse plus l'interdit de posséder du chametz. Vechen imafkiro, de la même façon, soit donc je le transforme en poussière de la terre, alors ça reste quand même un morceau de pain, ça reste un paquet de gâteaux, mais à mes yeux, il est considéré comme étant de la poussière, donc il n'a plus d'importance à mes yeux, et donc du coup, effectivement, je ne transgresse plus l'interdit si jamais j'en possède. De la même façon, je peux le rendre efker. Le rendre efker, c'est détacher mon droit de propriété de l'objet ou de l'aliment en question. C'est-à-dire, je considère, d'accord, que ce chametz ne m'appartient plus. Il n'est plus à moi. Toute personne qui souhaite passer, récupérer ce paquet de gâteaux, il a le droit de le faire. Je ne lui dirai rien, je ne le considérerai pas comme un voleur. Donc, soit je considère ce chametz comme de la poussière, soit je coupe mon droit de propriété vis-à-vis de ce chametz. Les deux sont valables. Donc tout cela, c'est par la pensée et la parole. Mais on ne se contente pas de faire cela par la pensée. On se débarrasse également de notre chametz, bémarassé, d'accord, par l'action. C'est-à-dire que la veille de Pessah, donc le 14 au soir, Botkin et kol habayit, on va vérifier toute la maison, tous les coins, les interstices de notre maison, et on va se débarrasser le lendemain matin de notre chametz. D'après la Torah, eh bien, il suffit d'avoir une des deux façons de faire. Soit j'annule mon chametz par la pensée, soit je m'en débarrasse par l'action, mais d'après la Torah, je n'ai pas besoin de faire les deux. Il suffit de faire un des deux. Les deux sont valables, indépendamment. Si je suis sincère et que je transforme mon chametz en farine de la terre, eh bien c'est valable, je ne transgresse rien. De l'autre côté, même si je n'ai pas pensé à le faire, mais j'ai pris mon chametz et je m'en suis débarrassé, je l'ai brûlé par exemple, alors ça suffirait. Donc d'après la Torah, une seule de ces deux façons de faire est valable. Tiknu chachamim, et ce sont les chachamim qui nous ont demandé de faire les deux. Nous faisons tous les deux. Lorsqu'on fait la recherche, on fait également un bitoul. Je fais la recherche pour le brûler, et je vais le brûler le lendemain, ou le jeter à la mer, on verra cela très rapidement. Mais je fais également l'annulation par la parole. Normalement, ce n'est pas nécessaire si je le brûle. D'accord, je n'ai pas besoin de le transformer en poussière de la terre. Pourquoi faire les deux? Et là, la réflexion est très juste, très très juste. Si je garde du chametz à la maison, et que je me dis, juste avant Pessah, voilà, je considère que tout mon chametz est comme de la poussière de la terre. Il y a un grand risque, c'est que si j'ai gardé mon chametz à la maison pendant la semaine de Pessah, je risque de me retrouver face à mon paquet de gâteaux, à mon paquet de farine, à mon morceau de pain, puisque je n'en suis pas débarrassé, je les ai juste annulés par la parole et par la pensée. Je risque de les avoir sous mes yeux, et si je les ai sous mes yeux, je risque de tendre ma main et d'en arriver à le consommer. Non pas parce que je suis un mécréant, non pas parce que je ne suis pas quelqu'un de bien, mais parce que le chametz, c'est quelque chose que je consomme tous les jours de l'année. Tous les jours de l'année, je consomme du chametz. Donc le réflexe de laisser ma main aller chercher un morceau de gâteau parce qu'il est devant moi, un morceau de biscuit, et le mettre à ma bouche, c'est un réflexe qui est courant. Donc il n'y a pas de barrière dans mon esprit entre moi et mon chametz, parce que je le consomme toute l'année. C'est pas un aliment qui n'est pas cachère, c'est pas un morceau de porc. Un morceau de porc, je ne mets jamais ma main vers un morceau de porc. Donc il n'y a pas de risque particulier, même s'il est devant mes yeux, il n'y a pas de problème. Le chametz, si je me contente de l'annuler par la parole, mais que je le laisse devant mes yeux, avec tout le chametz, vous imaginez, dans ma cuisine, avec les morceaux de pain, etc., les paquets de pâtes et de gâteaux, il y a un risque majeur d'en arriver à le consommer pendant Pessah, et donc je transgresserai l'interdit de manger du chametz. Alors on pourrait se dire, ah oui c'est vrai, il ne faut pas se contenter de l'annuler par la parole, on n'a qu'à se contenter de le brûler. Pourquoi faire les deux? J'ai qu'à le brûler, et puis voilà, c'est tout. Et là encore, les Chachamim nous disent, non, il y a quand même un risque.
Parce que tu vas brûler le Hametz que tu as trouvé. Mais peut-être que tu as mal cherché. Peut-être qu'il va rester du Hametz que tu n'as pas trouvé. Pas méchamment, mais parce que tu as mal fait ta recherche, et puis peut-être que tu as des enfants, et que les enfants, ils ont planqué un morceau de gâteau sous un lit, ou dans un placard, ou dans un tiroir de leur meuble. Et donc, peut-être que si tu te contentes de brûler ton Hametz, tu vas tout de même transgresser l'interdit de posséder du Hametz. Il y a du Hametz ici chez toi que tu n'as pas trouvé. Pour éviter le problème, les Chachamim, dans leur grande sagesse, ont instauré de faire les deux. Non seulement je m'en débarrasse, comme ça, il n'y en a pas sous mes yeux, il n'y en a pas sous la main, je suis sûr de ne pas en manger, puisqu'il n'y a plus de paquet de farine dans ma cuisine. Mais maintenant, on te demande aussi de l'annuler par la parole, comme ça, si jamais tu n'as pas tout éradiqué, c'est-à-dire que tu ne t'es pas débarrassé de tout ton Hametz, au moins tu l'auras annulé et tu n'auras pas transgressé l'interdit d'en posséder. Et si jamais tu en trouves pendant Pessah, effectivement, il faudra protéger ce Hametz si jamais c'est Yom Tov, ou bien le brûler si jamais on est à Chol HaMoed. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur la mitzvah de Hashbata, nous débarrasser de notre Hametz, et les deux façons combinées données par nos Chachamim, par la pensée, faisant le bitoul du Hametz, l'annulation du Hametz par la parole, et par l'action, en faisant la fameuse combustion du Hametz que nous avons l'habitude de faire dans nos communautés. Voilà pour ce soir. Passez tous une très bonne soirée. Je vous attends demain matin pour notre cours sur la paracha de la semaine. Bon courage à vous tous dans cette période de confinement et Chazak pour nous suivre aussi nombreux. À bientôt.